Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'un book haul assez conséquent puisque j'ai pas mal traîné avant de vous présenter mes divers achats et mes réceptions. Donc on est parti tout de suite. Si le cadre a un petit peu changé, c'est que je suis assise à même le sol pour plusieurs raisons. Beaucoup trop de surexposition là où je tourne habituellement. Et puis voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Mon appartement étant ce qu'il est, j'ai assez peu d'espace où filmer, assez peu d'espace sympathique, donc j'espère que le décor ne vous perturbera pas trop, que ce ne sera pas trop le bazar, parce qu'il y a pas mal de jeux de lumière aussi de l'autre côté, et je m'excuse aussi d'avance si je regarde un peu trop le retour écran, je suis encore en train de m'habituer à ma nouvelle caméra. Je vais commencer tout de suite par un livre que j'ai déjà lu, il s'agit de Captive de Sarah Rivens, publié chez BMR, qu'on m'a gentiment en tout cas envoyé pour une toute petite somme de 1 euro pour que je puisse le découvrir. Donc je remercie mille fois la personne qui m'a permis de découvrir cet ouvrage qui me tentait qui ne me tentait absolument pas en fait, clairement. C'est vraiment l'achat mouton. J'avais vraiment envie de savoir de quoi parlait cet ouvrage, de savoir comment il était construit, ce qui était fait. Parce que quoi qu'on puisse dire, voilà, il s'agit vraiment d'un phénomène, c'est vraiment devenu viral, Captive, et je voulais savoir pourquoi. Alors certes, après lecture, j'ai toujours énormément de mal à comprendre le pourquoi. Pour moi, on est dans quelque chose qui est vraiment dans la continuité de tout ce que je déteste en en romance de façon générale, mais même je dirais en littérature plus largement. J'ai trouvé que c'était assez insipide déjà d'une part, mais que au-delà de ça, et c'est d'ailleurs le côté problématique, parce que j'ai aucun mal à lire des livres qui finalement n'ont pas de portée spécifique et qui sont juste là pour faire passer un moment de divertissement, c'est pas dramatique. Mais alors celui-là, voilà, en plus de ça, je trouve qu'il cautionnait à véhiculer des messages qui sont profondément néfastes. Donc voilà, il ne va pas rester longtemps dans ma bibliothèque. Ensuite, pour continuer dans les un petit peu phénomènes TikTok, je me suis procuré les tomes 1 et 2 de Ashes Falling for the Sky, que je veux lire depuis maintenant un bon moment, et nous sommes encore dans une romance, mais une romance young adulte cette fois. Donc ce sont des ouvrages écrits par Mathieu Guibé et Nin Gorman. Nin Gorman que vous connaissez peut-être pour sa chaîne YouTube donc, et Mathieu Guibé qui est notamment le fondateur des éditions du Chat Noir. Donc très curieuse de découvrir un petit peu plus cette histoire qui apparemment fait beaucoup pleurer, donc j'ai déjà prévu les paquets de mouchoirs à côté de mon lit, puisque je commence la lecture de ce tome 1 aujourd'hui. Lors de la soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidée à laisser ses démons derrière elle, jette son dévolu sur Ash, prête à assumer cette aventure d'un soir. Elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entretenu ses blessures. La part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire, surtout le pire. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis si vous les avez lus. Ensuite, je préviens, j'ai eu pas mal d'occasions en fait sur Vinted de me procurer des livres de Saxus qu'il me manquait, donc il y en a quelques-uns, voilà, clairement. Le premier, c'est Le Chant des Sans-Repos de Roseanne A. Brown. Alors je vous montre un petit peu à quoi ils ressemblent. Je les ai tous pris en relié puisque le but était de compléter un petit peu ma collection. Et c'est aussi parce que j'ai fait 2 lectures que j'ai beaucoup appréciées, dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne, mais chez De Saxus. Il s'agit du Royaume des damnés et d'As de pique, qui sont tous les deux des sorties très récentes de chez De Saxus, qui m'ont fait passer un bon moment. Donc je me suis dit bon dans la continuité, c'est vrai que finalement chez De Saxus j'avais seulement lu De sang et de cendres, je crois. J'ai beaucoup de mal avec ces titres-là. Le premier tome de la saga de Jennifer L. Armentrout, j'avais lu... je sais plus, j'en avais pas lu énormément quoi. Et là, je me suis un petit peu dit, bon, il faut que j'avance dans ma palle. Et en fait, systématiquement, c'était des bonnes découvertes. Donc, Le Chant des Sans-Repos. Malik a fui la guerre avec ses 2 sœurs pour commencer une nouvelle vie dans la cité prospère de Ziran, où va se tenir le somptueux festival de Solstasia. Mais quand un esprit vengeur kidnappe sa petite sœur, il est contraint d'exécuter une sombre besogne pour la récupérer, tuer Karina, la princesse héritière de Ziran. Cette dernière n'a que faire de son prestigieux statut jusqu'à ce qu'un événement tragique vienne la plonger dans un chagrin inconsolable et provoque un tumulte sans précédent dans son entourage. La découverte d'une magie ancienne va cependant lui redonner un mince espoir d'inverser le cours des choses. Voilà, j'ai vu des retours plutôt positifs sur ce titre, même si il ne fait pas partie des titres qui ont le mieux fonctionné chez De Saxus, pardon. Dans la même lignée des titres qui ne sont pas forcément très mis en avant chez De Saxus, Le Palais des Automae de Nina Varela,
qui est vraiment très très joli, extrêmement sobre mais je sais pas, très élégant je trouve, voilà, moi il me plaît beaucoup. On est dans une histoire de fantasy, là je vais pas lire le résumé parce que c'est une de mes prochaines lectures et que je n'avais pas spécialement envie de savoir de quoi ça parlait avant de me lancer, donc je m'excuse, je vous mettrai un lien en barre d'informations si vous souhaitez en savoir plus. Ensuite, toujours chez De Saxus, je continue cette espèce de je sais pas, cette effervescence que j'ai eue à acheter tous les titres de Saxus. Mais comme je vous dis, en lot sur Vinted, et il me semble que sur l'une des commandes, j'en avais eu pour 35 € et j'en avais eu 3, donc voilà, c'était difficile de ne pas craquer. Donc, Le Trône des Sept Îles d'Adaline Grace, qui est le premier tome d'une duologie. Et voilà, ça fait pas non plus partie des livres dont on entend le plus parler de la maison d'édition, mais il me tentait beaucoup, d'autant que l'autrice sort un nouveau livre chez De Saxus d'ici peu, et je souhaitais découvrir sa plume avant de me lancer dans sa nouvelle saga. En fait, je souhaitais d'abord découvrir cette duologie. C'est le grand jour pour la princesse Amura, fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visidia. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume pleines de merveilles et de dangers avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amura devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Voilà, donc encore une histoire de fantasy. Un tome 2, donc je ne vous ferai pas le résumé, mais en gros, donc La trahison de Camelot, l'ascension de Camelot de Kirsten White, qui est le second tome de La duperie de Guenièvre. Et je n'ai pas encore lu le tome 1. On reprend le cycle arthurien avec pour héroïne Guenièvre, donc j'ai hâte de savoir ce que ça pourra donner. Beaucoup de mal à trouver le tome 1 en revanche, que je n'avais pas acheté à sa sortie alors qu'il me tentait beaucoup, mais je m'étais dit qu'il fallait que je freine les achats puisque j'allais déménager. Je le regrette pas mal parce que voilà, impossible de mettre la main dessus maintenant à moins d'accepter de l'avoir pour un prix exorbitant et je ne suis pas d'accord pour cautionner ça. Donc ça attendrait un petit peu pour la lecture de cette saga-là. Je continue avec Terre brisée de Victoria Aveyard. Que j'ai eu, alors là, mais pour une bouchée de pain sur Vinted, vraiment, il est en très très bon état, hein, vraiment parfait état. Donc c'est l'édition reliée qui est somptueuse avec une carte magnifique aussi. Et voilà, et du coup la personne s'en séparait pour un prix, comme je vous le disais, dérisoire. Et ça faisait partie des titres de Saxus qui me tentaient le plus en ce début d'année, puisqu'on est vraiment dans de la fantaisie médiévale et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai assez peu l'occasion de lire. J'avais commencé l'Assassin Royal que je n'ai pas terminé, mais j'aimais beaucoup cette atmosphère-là et apparemment dans les chroniques que j'ai pu voir, pas mal de personnes comparaient ce titre-là à l'atmosphère en tout cas de l'Assassin Royal, donc nous verrons bien. Une ombre inquiétante s'étend sur Terra Vaste, même la jeune Coraine le ressent. Je suis désolée pour la prononciation du prénom. Nichée dans sa petite ville au bord de la mer, fille d'une pirate légendaire, elle découvre bientôt une troublante vérité. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Mais elle ne sera pas seule. Alors même que l'obscurité tombe, elle est rejointe par un groupe de compagnons improbables. Un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel désireux de se venger d'une promesse non tenue, un assassin exilé et sanguinaire, une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire au passé secret, une chasseuse de primes avec un compte à régler. Ensemble, ils vont affronter un adversaire vicieux, invisible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes. Ça a l'air franchement bien, donc voilà. Et je termine pour les achats et réceptions de Saxus avec Cendrillon est morte de Kaline Béron, qui est un des derniers ouvrages parus chez De Saxus que j'ai eu pour 10 € sur Vinted. Donc vraiment, n'hésitez pas à chercher, négocier, poser des questions, tout ça, parce que je l'ai eu le jour de sa sortie. Et ouais, pour 10 € ça valait franchement le coup. Donc là on est sur une réécriture de l'histoire de Cendrillon, mais quelque chose qui rompt radicalement avec ça. On va avoir une héroïne qui va devoir participer à un bal. Durant ce bal, c'est le prince qui choisit qui il va pouvoir épouser. Donc si j'ai bien compris, la royauté, c'est la descendance du prince charmant. Et en fait, cette jeune fille va un petit peu vouloir rompre avec ces traditions-là. Elle va s'enfuir et rencontrer une autre jeune femme avec qui elle va mener l'enquête et réaliser que finalement le mythe de Cendrillon, ce n'est pas vraiment ce qu'elle pensait être.
Donc ça a l'air intéressant. Il est vraiment très bref, hein. Il doit faire 250 pages je pense. Non, 320 quand même, mais ça reste très raisonnable, surtout que chez De Sexus en général, ils sont assez gros. Je termine avec les hardbacks avec Light Lark, qui est certainement un des livres qui me tente le plus actuellement. Bon, au-delà de l'aspect de la magnificence de l'ouvrage et du travail éditorial exécuté par l'humaine, le livre me tente beaucoup, le résumé me tentait beaucoup. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de Hunger Games en fait, donc voilà, je suis assez curieuse de le découvrir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je suis désolée pour la surbrillance, j'ai l'impression que c'est la cata au retour écran, ça doit vous crever les yeux. Un de Saxus s'était perdu, Les Loups Dorés de Roshani Chokshi. Alors c'est un livre que je ne pensais absolument pas lire, mais alors j'ai l'impression que c'est du steampunk et que l'intrigue se déroule à Paris. Donc ça m'a beaucoup tentée. Le dernier livre de steampunk que j'ai lu, que j'ai adoré, c'était Johan Elio et c'était Le Fer au cœur, qui est publié chez Goldstream. C'était vraiment un ouvrage très fort que j'avais beaucoup apprécié. Dans les chroniques que j'ai pu voir sur ce titre-là, j'avais l'impression qu'on retrouvait les thématiques qui étaient présentes chez Johan Elio. Donc évidemment j'étais curieuse et je me suis procuré ce premier tome. On est au 19e siècle et il me semble qu'il va y avoir des histoires de vol et que des enquêtes vont être menées puisque ce sont des objets très précieux et magiques qui vont disparaître. J'en sais pas vraiment plus et si ça se trouve je vous dis même des bêtises, donc n'hésitez pas à aller consulter les résumés. Mais pareil, je ne lis pas le résumé parce que je veux le lire d'ici peu, donc je préfère me garder la surprise. La luminosité doit fluctuer, je suis vraiment désolée mais les nuages passent. Je suis positionnée sous le Velux, donc selon si le soleil tape directement vous avez une luminosité hyper blanche et là voilà on a un gros nuage donc c'est un peu plus sombre. Je m'en excuse, ça doit être fatigant pour vos petites rétines. Le dernier Stephen King, Conte de fées, donc que les éditions Albin Michel ont eu la gentillesse de m'envoyer. Je suis impatiente de le lire, impatiente. J'avais pas mal aimé le dernier qui est sorti en septembre, donc pour la rentrée littéraire de septembre, mais c'était pas mon préféré non plus, donc c'était Billy Summer. On avait toute cette histoire avec ce tueur à gages qui était employé pour une mission très risquée. Là on est dans quelque chose de radicalement différent. Il me semble qu'on va retrouver la fibre fantastique des univers de Stephen King et c'est de loin ce que je préfère. Conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Enfin, j'ai hâte de le lire, vraiment. Les Stephen King en général, ils ne traînent pas dans ma palle une fois que je les reçois. De Lune et de Sang que je vous ai peut-être présenté dans ma palle de printemps. Mais bon voilà, comme je vous dis, je suis très en retard sur les book hauls, donc forcément il y a un petit peu de redondance. On est dans une espèce de thriller young adulte, si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi, avec une petite veine Jack l'Éventreur. En ce moment je suis dans ma phase thriller young adulte, donc forcément j'avais envie de lire cet ouvrage. La couverture est somptueuse, je vous la montre, mais vous avez dû la voir passer un petit peu partout si vous suivez des chaînes young adulte ou que vous regardez un petit peu des comptes Instagram dans cet univers là. J'ai très hâte de le lire, les avis sont vraiment très mitigés. En revanche, il y a de très bons retours comme de très mauvais, donc je me ferai mon avis évidemment, même si du coup j'y vais un peu plus à reculons que ce que je pensais. Je souhaite continuer ma découverte des romans de Karen M. McManus puisque j'ai lu Virée mortelle il y a peu, que j'ai été très embarquée dans l'histoire, bien que voilà, qu'il y ait clairement des choses que j'ai trouvées peut-être un peu moins intéressantes et quelques lacunes, des choses qui sont peu claires, mais j'avais très envie de lire Kiman puisque c'est le seul pour l'instant, si je me rappelle bien, que je n'ai pas lu. Et c'est celui qui a la meilleure réputation. Il a même été adapté en série sur Netflix, qui n'est pas forcément gage de qualité, je vous l'accorde, mais qui montre en tout cas que ce roman a suscité un grand engouement. Et voilà, et encore une fois, on reste dans cette veine young adulte thriller. On va se retrouver avec 5 lycéens qui se retrouvent collés à la fin des cours et l'un d'eux va mourir. Il va falloir découvrir qui est le tueur puisque ce sont les seuls qui étaient présents. Et donc on va un petit peu mener l'enquête, c'est une sorte de Cluedo. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel Stalkeuse de Lydia Day Penaflor, de l'admiration à l'obsession, il n'y a qu'un pas. Et là, c'est clairement le résumé qui m'a donné envie. On suit Rafi qui sait que sa vie aura enfin du sens lorsqu'elle sera devenue amie avec Lani et Nico, le couple le plus populaire du lycée. C'est la seule chose qui compte pour elle, qu'ils l'acceptent, qu'ils l'aiment. Elle va tout faire pour que cette année soit la leur, à tous les trois. Les photographies pour l'album de promo,
arranger leur emploi du temps pour qu'ils se retrouvent plus souvent, faire connaissance avec leur famille. Rafi veut juste une petite part de Laini et Nico, une toute petite part. Donc c'est un roman qui va vraiment traiter de l'obsession et du harcèlement. J'avais vraiment très envie de le découvrir, surtout que dans la même lignée, j'ai lu récemment celui-ci, donc Ceux qui m'attendent dans le noir, que j'ai dû vous présenter dans le book haul précédent, de Delphine Bertolon, qui était vraiment très très bien et qui abordait également cette thématique du harcèlement. Là c'est fait complètement différemment puisque c'est une jeune fille qui va stalker un couple, donc je trouve que c'est intéressant aussi. Et j'aime beaucoup cette idée de transposer son existence à l'existence des autres, tout ce que ça peut révéler des dysfonctionnements qu'on peut avoir à l'intérieur, de la quête de soi aussi, de la recherche de qui on est. Voilà, je pense que ça peut être super intéressant et j'ai hâte d'en faire la lecture. Ensuite, Tis Savage Song de V. Schwab, publié chez Lumen, donc le premier tome. Là, pareil, comme je vous le disais pour Lumen, je ne vous lis pas les résumés puisque ils sont beaucoup trop longs et qu'ils sont beaucoup trop, à mon avis, révélateurs de ce qu'on peut trouver dans l'ouvrage, surtout quand on voit la taille de la police. J'ai l'impression que les quatrièmes de chez Lumen représentent un chapitre du livre. Donc je ne prendrai pas ce risque. Donc travail éditorial très intéressant aussi, avec ici on a une petite découpe qui nous laisse entrevoir la représentation, j'imagine, du protagoniste masculin principal. On est dans une histoire qui va traiter de monstres et de musique. Voilà, ce sont les deux seules choses que je sais. Je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de retours positifs, mais j'aimais beaucoup l'aspect de la musique classique qui était très mise en avant dans le roman. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, de la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu L'Orageuse de Jessica L. Nelson, que je vous montre juste ici. Ce qui m'intéresse dans ce roman, c'est qu'il est vraiment présenté comme un roman engagé. J'avais donc forcément envie de découvrir ce qu'il pouvait cacher. Elle est belle, rebelle, brillante, a de multiples amants, parmi eux Musset, Flaubert, Vigny. Ses amis s'appellent Hugo, Madame Récamier, le comte de Lisle. En ce siècle des grands bouleversements, elle ne cesse de défendre la cause des femmes et de la République, mais surtout écrit une œuvre novatrice. Poèmes, essais, pièces de théâtre, romans. Couronnée par plusieurs prix de l'Académie française, elle se distingue par son originalité et invente un style. Son nom, Louise Collet. Le profil et la personnalité de Louise Collet, je les ai très brièvement étudiés lorsque je travaillais sur mon mémoire sur Flaubert et Madame Bovary, donc en Master 1. Et c'est vrai que voilà, j'étais très intéressée d'en savoir plus. Donc sous forme romanesque, ça peut être intéressant. Donc voilà, hâte de lire ce livre, je vous dis ça pour tous les titres et je vous dis ça dans chaque vidéo, je suis désolée. Que serait un book haul sans que je vous présente un Zola, donc l'œuvre de Zola qui était, il me semble, l'avant-dernier, qu'il me manque le Docteur Pascal, je crois, pour clore les Rougon-Macquart. Donc voilà, je l'ai trouvé comme ceci sur Vinted aussi, je crois, pour un prix assez dérisoire. Il me tente beaucoup celui-ci parce qu'il traite justement de toute la dimension artistique et de la peinture, donc je suis très curieuse de le découvrir. Il est assez sombre comme la plupart des tomes des Rougon-Macquart, mais j'aime beaucoup voilà, les thématiques qu'il peut aborder. Ensuite, j'ai pris simplement parce que j'adore vraiment de tout cœur Bérénice de Racine, qui est certainement ma pièce de théâtre préférée. Titus n'aimait pas Bérénice de Nathalie Azoulay. Il me semble que c'est de la littérature contemporaine, donc ça a été écrit très récemment. Et là on va être dans une modernisation du mythe de Titus et Bérénice, où Titus est un jeune homme qui abandonne Bérénice et Bérénice va tout faire, aller chercher vraiment dans... Enfin, elle s'appelle pas Bérénice, elle s'appelle... Eh bien si, elle s'appelle Bérénice et donc elle décide de retourner à la source, lire tout Racine pour essayer de comprendre les comportements de Titus et ses choix. Et c'est majoritairement un texte qui va porter sur le deuil d'une relation amoureuse. Je pense que ça peut être intéressant, mais j'avoue que j'en ai très peu entendu parler. Je me suis repris dans une édition un peu plus... Alors Folio a sorti 2 éditions pour Nadja de Breton. Dans Nadja, vous avez en fait des photographies et également des schémas, bref, des lettres, beaucoup de choses en fait que j'avais donc en format papier, vraiment papier, donc papier non plastifié. Malheureusement, ça ressortait assez mal et je m'étais séparée de mon ouvrage puisque je n'imaginais pas le relire immédiatement, mais lorsque j'ai vu celui-ci qui présentait donc des pages beaucoup plus épaisses avec ce côté plastifié et les photographies qui étaient beaucoup mieux mises en avant, je me suis dit que c'était l'occasion de me le reprendre, surtout qu'encore une fois il m'a coûté une somme modique. Je crois que c'était en vide-grenier celui-ci si je ne me trompe pas. Un livre que j'ai racheté mais que j'avais déjà lu, mais comme je reprends ma lecture de Moria, que je voulais me replonger rapidement en Thérèse Desqueroux,
Je vais lire très prochainement Le désert de l'amour, mais j'avais adoré Thérèse Desquerroux, je m'en étais séparée quand j'ai déménagé, c'était un petit peu idiot de ma part, ça arrive parfois, voilà, je me sépare de titres que je rachète par la suite. Ensuite, gros banger, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez. Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Ce livre, dès que je le présente sur Instagram, je reçois une flopée de MP me disant il faut absolument que tu le lises, lis-le, lance-toi, tu verras, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est incroyable. Donc évidemment que je suis impatiente de faire la découverte de ce titre. Je pense que je le lirai juste après ma découverte de Ashes Falling for the Sky. Parce que voilà, j'en entends énormément de bien. Je suis aussi très intriguée par le format qui apparemment est une succession d'interviews. Il n'y a pas vraiment de forme romanesque au sens propre ou au sens classique, dirons-nous. Ce sont voilà, une succession d'interviews qui vont nous permettre de comprendre pourquoi le groupe Daisy Jones and the Six s'est séparé suite à un concert apparemment monumental qui avait vraiment fait énormément de bruit. Voilà, donc c'est l'histoire de ce groupe et de sa séparation. Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, un ouvrage que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Il est paru, il me semble, dans son édition grand format chez les éditions du Chat Noir. Et voilà, je l'ai vu, revu, re-revu, et Vincent Tassi, j'ai envie de le découvrir depuis une éternité. Je sais qu'il a une plume un petit peu romantique, lyrique et gothique. Voilà, je suis très intéressée par cet aspect-là. Il n'y a plus beaucoup d'auteurs qui écrivent avec une telle plume, donc très curieuse de découvrir ce qu'il peut faire et également de découvrir les thématiques de comment le dire à la nuit. Somptueux manoir délabré, lande brumeuse, amour traversant les siècles, cimetière et être immortel, ce roman embrasse en un seul mouvement l'essence des courants gothiques et romantiques. Imprégné par l'œuvre de Marguerite Duras et d'Anne Rice, il revisite le portrait du vampire, synthétisant plusieurs siècles d'une littérature tout entière tournée vers la mélancolie, le beau, les passions amoureuses et la mort. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir ce titre. De la part des éditions Slalom, j'ai reçu le tome 2 des Royaumes Immobiles, donc le règne des chimères d'Ariel Holz, sublime couverture comme d'habitude, qui est la suite de La princesse sans visage, qui était un titre que j'avais beaucoup aimé. Je suis vraiment curieuse de savoir comment se clôt cette duologie, donc il traînera pas dans ma palle. Et voilà, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Même si c'est un petit peu en différé, j'ai failli l'acheter 15 fois, mais je suis très contente que la maison d'édition l'ait fait parvenir. Ensuite, de la part de Doki Doki, j'ai reçu par surprise Chat des rues, Hachi et Maroru, Chat des rues. C'est vraiment super mignon, j'adore les mangas avec des petits chats, c'est vraiment mon petit péché mignon, dirons-nous. J'avais beaucoup aimé La Gameuse et son chat dans cette maison d'édition aussi, que beaucoup de personnes disaient caricatural, mais que je trouvais drôle et émouvant, c'était vraiment sympa. Toujours manga, donc la suite de, je vais pas vous en parler longtemps puisque c'est le tome 5, 6, 7 de Shangri-La Frontière, qui est un shonen paru chez les éditions Glénat. J'avais beaucoup aimé les 4 premiers tomes. On suit un jeune garçon qui teste les jeux vidéo, mais le plus souvent des jeux vidéo assez médiocres, mais en réalité virtuelle. Et il aime beaucoup voilà, s'immerger dans ces univers qui sont finalement assez flottants et peu clairs et même assez peu intéressants. Et un jour on va lui dire mais pourquoi tu n'essaies pas le jeu vidéo parfait, celui dont tout le monde dit qu'il est incroyable, celui dont personne ne revient déçu. Et c'est Shangri-La Frontière, et donc il va se lancer dans cette aventure-là, et nous on va suivre les péripéties de ce personnage, son évolution, les rencontres qu'il va faire sur ce jeu. C'est vraiment très très sympa. Ensuite, toujours en manga, Your Turn to Die de Nangidai et Tatsuya Ikegami. C'est un tome 1 et c'est publié chez Mana Books. Alors je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais au vu des dernières publications Mana Books que j'ai pu recevoir, j'imagine que c'est un manga assez gore et sanglant. Je pense que le titre nous en dit long aussi. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, en tout cas, ce qui m'a surpris, c'est vraiment que la police d'écriture ressemble beaucoup à celle de Jujutsu Kaisen, donc j'étais assez troublée. Je me suis dit, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Il me semble que ça doit être un seinen, de toute façon, au vu des thématiques. J'ai regardé rapidement le communiqué de presse, il me semble que c'est un huis clos où des lycéens sont enfermés entre eux, ils doivent essayer de s'en sortir, bref. Ça a l'air intéressant, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, Kuro... alors de Somato, c'est un seinen publié chez Glénat. C'est vraiment dans la lignée, alors il est tout en couleur, il est vraiment magnifique, hein, très très joli.
Alors non, je vous ai dit n'importe quoi. Seulement la première partie est en couleur. Il est vraiment très très joli et il me fait penser à Shadow House, qui est une saga en 10 tomes, je crois maintenant, parue également chez Glénat. J'aime beaucoup ces univers très baroques. Je trouve que c'est très joli. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu plus ce manga. Il était une fois une petite fille et son chat noir qui vivaient seuls dans un grand manoir. Ils coulaient tous les deux des jours heureux, à peine troublés par le passage de quelques silhouettes menaçantes. Découvrez les confidences étranges mais toujours charmantes de la petite Coco et de son chat Kuro dans ce recueil aux nombreuses pages en couleur. J'ai l'impression que ce bouquin est infini. Donc les sœurs de la brume, quand la peur t'insiste à résister, lâche prise de Marilyn Spy, je pense. J'espère que je le prononce bien. Et c'est publié chez Kinaï. Alors vraiment, bon, de façon générale, j'aime beaucoup ce que font les éditions Kinaï. Je trouve que c'est toujours très très bien réalisé. Les ouvrages sont de très bonne qualité. Les dessins sont sublimes. Les rendus des couleurs sur ce type de papier, très réussi aussi. Donc je suis toujours habituée à passer de très bons moments. Mais celui-là me tente très très particulièrement. Il y a tout ce côté mystique de nature. Et on reprend cette idée de sœur que j'aime déjà beaucoup dans les sœurs Grémillet. En fait, ça m'a beaucoup fait penser à ça en voyant le communiqué de presse. Donc j'ai hâte de savoir exactement de quoi il s'agit, comment ça se présente et je vous en parle très rapidement dans un prochain point lecture. De la part des éditions 404 éditions, j'ai reçu 2 livres sur du crochet. Donc on en a un sur Harry Potter, un sur Friends. Ce sont des ouvrages que je trouve extrêmement clairs. Je les ai feuilletés rapidement. J'ai fait du crochet pendant longtemps, mais je vous avoue que j'ai un petit peu décroché justement. Mais je le trouve extrêmement clair. Voilà, c'est très très bien illustré. Et donc vous avez, alors dans celui de Friends, vous avez 13 projets. Donc là par exemple, vous avez Rachel. Et vous avez tout, mais vraiment tout est expliqué, mais en détail, vraiment en détail. Donc c'est assez intéressant. Ils sont vraiment très jolis en plus. Et donc la version Harry Potter. Alors qu'est-ce qu'on a dans la version Harry Potter un petit peu? On a Ron et Harry qui sont là. Vous avez le professeur Rogue. Voldemort. Ah mais j'avais pas vu en fait, c'est classé. Je crois que c'est classé par maison. Puisque là on a Serpentard, ouais, là on a Gryffondor. Ouais, enfin c'est pas que par maison, mais en tout cas pour Gryffondor et Serpentard c'est par maison. Donc on a les dragons aussi, bref c'est super mignon. Et je vais clore ce book haul avec un titre absolument somptueux qui m'a été envoyé par les éditions Glénat. Chaque année les éditions Glénat publient quelques ouvrages sur l'astronomie et je n'en rate pas un. Je les trouve vraiment toujours somptueux, vraiment somptueux. J'apprends énormément de choses en les lisant, en les relisant, en les feuilletant. Et voilà, donc les trous noirs et les mystères de la matière sombre. Préface Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche émérite au CNRS. Et ce sont les recherches d'Anxon Alberdi et d'Alberto Casas, donc les forces extrêmes de la gravité, formation et détection des trous noirs à la découverte de la matière noire. C'est un sujet qui me fascine, que je trouve extrêmement complexe et je sais pertinemment que je n'ai ni les connaissances requises, ni la logique pour comprendre tout cela. Je ne me suis pas assez penchée sur le sujet, je suis assez médiocre, je dois reconnaître, dans les disciplines scientifiques, mais j'ai toujours été passionnée d'astronomie et cette question des trous noirs m'a toujours énormément intriguée. Donc voilà, très très contente d'avoir reçu cet ouvrage et de pouvoir en faire la lecture. Surtout que c'est un titre assez onéreux, alors si vous êtes passionné ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, c'est un sublime cadeau. Mais voilà, il coûte quand même 35,50 €, donc c'est un coût, clairement. Mais par contre, le travail qui est fait est vraiment très bien réalisé. J'ai commencé à le regarder et puis même je fais pleinement confiance aux éditions Glénat sur ces titres là, puisque comme je vous le dis, il y en a 2-3 par an qui sortent et systématiquement ce sont de très belles surprises. J'apprends de nouvelles choses, je vois de nouvelles photographies sélectionnées, donc voilà, c'est vraiment des ouvrages très qualitatifs. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce n'était pas trop long, que le cadre n'a pas trop été chamboulé, enfin plutôt dérangé par des luminosités fluctuantes, voilà. Si vous avez lu certains de ces livres, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je serai ravie d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à me dire si la qualité de l'image vous semble bien meilleure qu'avant, celle du son également, puisque j'ai changé ma caméra, mais je peux également intégrer mon micro que je ne pouvais pas intégrer sur mon téléphone, ce qui est plutôt sympathique. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.